Dans cette vidéo, je vais tâcher de faire une synthèse, une mise à jour des informations que j'ai pu partager depuis maintenant quelques années, étant donné que la chaîne Antenne Connaissance Initiatique a maintenant un peu plus de 3 ans, et également revenir, refaire finalement ce que j'ai fait avec Laurent Fenn sur la chaîne Immédiat, il y a maintenant 2 ans et demi, à savoir une présentation, savoir où j'en suis actuellement et comment j'ai fait pour en arriver là. Alors ce que j'aimerais dire tout d'abord, c'est que j'ai avant tout une formation scientifique. Donc j'ai fait des études scientifiques, de mathématiques, donc bac S maths, pour ensuite partir en maths sup au lycée militaire de Saint-Cyr, faire une rencontre infructueuse avec je vais appeler ça le conditionnement militaire, pour me réorienter vers un doc de biologie et par la suite euh, des études d'éducateur spécialisé. Donc depuis enfant, euh, naturellement, j'applique un principe, c'est l'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. C'est-à-dire que petit, on me parlait de Dieu, du divin. J'avais pas d'idée précise par rapport à ça. J'avais pas de preuve qu'il existait, j'avais pas de preuve qu'il n'existait pas, que le divin n'existait pas. Mais j'avais une intuition. Et cette intuition me faisait dire, oh Stéphane, principe de précaution, dans le doute, ne fais pas des choses qui iraient à l'encontre du divin. Je connaissais des copains qui mentaient en croisant les doigts, ça je savais qu'il y avait un gros souci avec ça, et que voilà, je voulais pas mentir parce que j'avais cette intuition du divin. Pourquoi je parle de ça? C'est qu'avec cette approche scientifique, j'utilise ce que j'appelle la loi des grands nombres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire une idée sur quelque chose par rapport à un élément. On a besoin de renouveler les expériences, de faire des recoupements et de voir s'il y a euh, des grandes lignes qui se retrouvent, si on peut faire des généralités à partir de cas particuliers. J'ai bien conscience que, que mon expérience elle est relative et que je ne fais que des témoignages et que donc tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité. Euh, Chaque année, je vois où j'en suis et je regarde où j'étais 1 an avant ou 2 ans avant. Je me fais waouh, j'en étais que là il y a 1 an ou il y a 2 ans. Ce qui me fait dire que, a priori, je suis plus sage maintenant que je ne l'étais il y a 1 ou 2 ans, mais que je suis moins sage que je ne le serai dans 1 ou 2 ans. Donc tout ça c'est relatif, ça n'a pas valeur de vérité. Ce témoignage il est juste là pour partager et permettre aux personnes qui ont des intuitions, qui ont des expériences, peut-être de mieux comprendre ces intuitions et peut-être d'infirmer euh, ou de confirmer certaines expériences. Donc j'ai eu un peu cette approche, on va dire pragmatique, cartésienne, jusqu'à une vingtaine d'années, même si avant cela, j'avais déjà eu des expériences qui étaient interrogeantes. J'avais fait par exemple un rêve prémonitoire quand j'avais 2 ans et demi, qui était resté vraiment très très clair. Et j'avais eu des révélations par flash, j'avais une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'est-à-dire l'information qui vient spontanément. Je pense à rien, quelque chose qui vient, et je me rends compte que c'est vérifiable alors que de façon matérielle ou mentale, il n'y avait aucune raison d'arriver à cette conclusion-là. C'était vraiment voilà, ce que j'appelle révélation par flash. Et vers une vingtaine d'années, je rencontre quelqu'un qui me parle des expériences de sortie de corps. Alors pour moi c'était du folklore, j'avais vu ça dans les jeux de rôle. Je fais l'expérience selon le protocole qu'elle me donne, ça fonctionne. Et de là découle beaucoup de choses. C'est-à-dire que, ok, si la conscience hors corps, c'est une réalité, je l'avais expérimenté. C'est-à-dire que je n'avais plus de corps, mais je continue d'exister. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Prise de conscience qu'on est une conscience dans un corps, une âme dans un corps. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ce qu'il y a eu derrière, c'était des expériences de lecture d'aura, de psychométrie, des aspects de vision. Savoir que l'imagination, c'est, par exemple, je me crée un cube bleu dans mon imagerie mentale et je joue avec le cube, je le transforme en boule, je le fais monter, je le fais descendre. Ça, c'est l'imagination. La vision, c'est autre chose. C'est quand quelque chose apparaît alors qu'on ne s'attend pas à un résultat. Et je suis d'autant plus confiant de ce qui apparaît que ce qui apparaît est au-delà de ce que je peux imaginer. C'est-à-dire que je ne peux pas le créer moi-même. Donc à chaque fois que j'ai vu des choses qui étaient au-delà de ce que je pouvais concevoir, je dis ok, ça c'est quelque chose que je vois, c'est pas quelque chose que j'imagine. Et encore une fois, c'est l'expérience qui permet à un moment de lâcher au niveau du mental, de dire est-ce que c'est de la vision, est-ce que c'est de l'imagination.
Christophe Alain l'a très bien expliqué, il dit voilà, quand on a une intuition, voilà, mais quand l'intuition se confirme 1 fois, 10 fois, 100 fois, au bout de 100 fois, on arrête de se poser la question, on sait que notre intuition elle est plutôt performante. Mais ça n'a toujours pas valeur de vérité. C'est-à-dire que ce que j'appelle la conscience lumineuse, c'est tout est potentiellement vrai jusqu'à preuve du contraire. Donc toutes les informations qui viennent à moi, je les considère vraies jusqu'à preuve du contraire. Et là, on revient sur l'approche scientifique, l'approche mathématique. Donc je disais tout à l'heure, l'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Et en mathématiques, il y a une chose qui est très intéressante, ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de montrer qu'une chose est vraie. On peut démontrer qu'elle est non fausse. Et donc ici, chaque chose est potentiellement vraie jusqu'à preuve du contraire. C'est tant qu'on n'a pas la preuve que c'est faux, on va prendre le postulat que c'est plutôt vrai. Et on va s'appuyer là-dessus pour avancer. Et on va faire des mises à jour régulières de qu'est-ce qu'on considère comme étant vrai, valide ou pas. Donc c'est ce que j'ai fait ces dernières années. Cette vidéo, elle a cette vocation-là, de dire voilà, sur quoi je me suis appuyé ces dernières années, et en quoi je continue de valider sur ce que je me suis appuyé, et en quoi je cesse de valider. Donc vers une vingtaine d'années, ces expériences de sortie de corps, l'ouverture à l'invisible, mais c'est aussi l'ouverture à l'intériorité. Donc ça c'était vers 1999. 2001, j'ai un accident de voiture. L'accident de voiture qui est très significatif parce qu'il entraîne ce qu'on peut appeler une expérience de mort imminente. Ce que j'ai pas compris tout de suite vu que j'ai pas vu le tunnel à lumière blanche comme la plupart racontent. Mais juste, quand je suis revenu à moi, je ne comprenais pas comment je pouvais être encore vivant alors que j'étais mort. Et ça c'est vraiment resté pendant 2 jours, c'était vraiment très très clair. Et au bout de 2 jours, pareil avec une expérience de conscience assez significative, on va redire avec ce que je suis, avec mon esprit, qui se présente à moi. Et voilà, on discute un petit peu suite à cette rencontre. De là, j'ai envie de dire, mon approche change complètement dans ma vie, et je commence à comprendre de plus en plus de choses par rapport à la globalité de la vie, notamment la vie dans la société. C'est là que je commence à me rendre compte qu'il y a certaines choses qu'on nous a racontées, donc qui font partie du conditionnement, j'ai envie de dire sociétal, qui sont fausses. Et je me dis, ah ben alors voilà, on fait passer les personnes qui s'intéressent au divin pour des benets, pour des imbéciles. D'ailleurs, on m'a pris pour un imbécile quand j'ai commencé à parler de ces choses-là. Peut-être que certains se retrouveront dans ce témoignage. J'ai alors, ok, si ça c'est faux, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est faux? Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des aspects de propagande, de manipulation, le subliminal dans la publicité, mais aussi dans les médias, voilà. Toutes ces choses-là qui en ont découlé, et pendant des années, je me suis intéressé à ça. Et toujours, c'était de l'accumulation d'informations. Je réfléchissais, je voyais les informations, je les mettais de côté, et après je recoupe, avec cette fameuse loi des grands nombres. C'est comme si, en fait, ma vie, ça a été un gigantesque puzzle, où j'ai assemblé des pièces, et ici, sur ces dernières années, j'ai beaucoup de pièces que j'ai pu retourner, que j'ai pu réassembler. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a certaines choses que je vais partager par la suite, qui sont des compréhensions récentes, mais qui s'appuient sur des choses que j'ai pu vivre ces 40 dernières années. C'est-à-dire que j'avais vécu des choses, j'ai ressenti, perçu des choses, où on s'était comporté avec moi d'une certaine façon, je n'avais pas compris sur le moment pourquoi, et maintenant tout s'imbrique dans, j'ai envie de dire, dans une trame, dans un schéma plus global. Donc cette loi des grands nombres, c'est 100 éléments pris séparément, n'ont quasiment aucune valeur. Par contre, quand 100 éléments se recoupent les uns les autres, là on a une fiabilité qui est beaucoup plus grande, même si elle peut être encore relative, mais qui est beaucoup plus grande quant à la pertinence de ces éléments-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à un certain niveau, une chose peut être vraie, mais elle peut être fausse à un autre niveau. On le voit bien avec la physique quantique et la physique à une échelle plus grande. C'est dans le même monde, mais c'est pas au même niveau, donc ça fonctionne pas exactement de la même façon, c'est pas toujours les mêmes lois qui s'appliquent de la même façon. Donc au niveau de la conscience, de la multidimensionnalité, c'est la même chose. Donc cette expérience de mort imminente fin 2001, et donc en 2001 j'avais fait une formation de développement médiumnique, début 2002, le canal médiumnique qui s'enclenche, et donc là une plus grande stabilité pour pouvoir appréhender l'invisible.
Parallèlement à ça, je m'étais tourné vers le magnétisme, on va dire ça comme ça, pour tâcher de me sentir mieux par rapport à certains inconforts que je pouvais avoir dans ma vie, notamment avec des échos de ce que je percevais auprès des personnes ou dans l'invisible. Donc voilà, tout ce cheminement qui se fait voilà, dès 99, début 2002, l'ouverture du canal médiumnique, et à partir de fin 2002, une rencontre avec un type de yoga qui m'a paru pertinent à l'époque, et qui a créé quelque chose en moi. Ouais. On va dire qu'il y a eu une révélation qui s'est produite. Il y a eu une révélation en 99, là, une autre révélation en 2002. Et à partir de 2002, la décision de méditer tous les jours, et plusieurs fois par jour, matin et soir, parce que j'avais vraiment conscience que sans approfondissement de la conscience, de la lumière que je suis à l'intérieur, sans créer un point focal suffisant, je pouvais pas arriver à un résultat probant. Et ce résultat probant, c'est ce qui est décrit notamment surtout dans les religions, dans la culture asiatique, et c'est cette notion d'éveil spirituel. Et finalement, après 12 ans de pratique assidue tous les jours, s'est produit ce que certains ont pu également témoigner, à savoir ce qu'on appelle l'éveil à la conscience. C'est-à-dire que mon réveil, ça a été en 1999. En 2001-2002, on va dire que j'ouvre un peu plus les yeux, mais le véritable éveil à la conscience, c'est fin 2014. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo maintenant, là ça fait 5 ans, de dire voilà, 5 ans après l'éveil, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé depuis. Et donc il y a 5 ans, du jour au lendemain, mon processus de conscience qui change. C'est-à-dire que ça s'est produit un soir, le lendemain je me suis réveillé, ce n'était plus pareil, et depuis, ce n'est plus la même chose, je suis passé à autre chose. Ce que certains appellent la conscience de non-dualité. Et cette conscience de non-dualité, elle est en lien avec la synchronisation des deux hémisphères cérébraux qui avaient déjà commencé quelques années avant, mais qui là, avec un point focal de lumière, se fait d'une façon qui est vraiment intense, qui permet d'être en conscience sans penser, donc moins de perturbations du mental. Il y avait eu déjà une stabilisation de l'émotionnel et une maîtrise du physique qui s'était opérée avant. Et ce qui permet en fait l'éveil à la conscience, ça permet de passer des aspects de sensation, de voyance, à ce qu'on va appeler de la clairvoyance, de la clairsentience. C'est-à-dire qu'il y a des éléments parasites qui ne sont plus là, et c'est comme si on n'avait plus d'a priori à certains moments et qu'on voyait les choses juste telles qu'elles sont. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande révolution. J'ai même eu du mal pendant plusieurs mois à me souvenir comment je fonctionnais avec la conscience duelle, avec l'émotionnel duel, parce qu'il y a aussi cette notion d'équanimité qui apparaît. Pourquoi? Parce que le fait de vraiment fusionner à un certain niveau avec l'esprit, on est vraiment dans ce vécu d'être immortel en tant qu'esprit, d'être lumière, d'être amour, et que donc on n'a plus rien à faire, plus rien à prouver. Voilà, il y a plein d'enjeux qui disparaissent. Il y a plein d'enjeux qui disparaissent. Donc ceux qui ont vécu je vais appeler ça l'éveil, qui ont vécu l'éveil, voilà, il y a un moment où on est en arrière-plan. Et on est là-dedans. Et après, l'étape suivante, c'est d'intégrer pleinement, donc comme si on reconnectait l'esprit, ensuite c'est de vraiment l'intégrer dans le corps. Et ça, ce processus-là, généralement, il prend, allez, on va dire en moyenne 2 ans. 2 ans pour ma part, c'était 2 ans, 2 ans et demi. Pour certains, ça va beaucoup plus vite. Et là, l'éveil est vraiment intégré dans le corps. Je précise cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu l'éveil, ils n'ont pas encore vécu cette intégration. Et parfois même certains ont vécu cet éveil il y a plus de 2 ans et ils n'ont pas encore réussi à bien faire cette intégration. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est importante. Donc ici, c'est du témoignage, c'est de l'expérience. Parfois, on me pose la question, dans quel livre, ci ou ça. J'ai très très peu lu. Quasiment la seule chose pertinente que j'ai pu trouver, ça a été dans la théosophie, avec le descriptif du cheminement initiatique, avec des étapes qui s'appellent initiation. Et il y a certaines étapes, la plupart, que j'ai lues en ayant déjà vécu,
Ensuite, j'ai eu un aperçu de ce qui allait venir, qui était décrit, mais je ne le comprenais pas, et qu'une fois que ça a réellement été vécu, j'ai pu regarder le livre en disant, ah, je comprends pourquoi la personne qui a écrit ça l'a expliqué comme ça. Et les informations sont vraiment pertinentes parce qu'elles ont pu, voilà, j'ai vraiment pu constater sur un grand nombre d'initiations qu'il y avait cette grille de lecture là. Voilà, je me suis appuyé sur ça. Tout le reste, c'est surtout l'expérience et aussi du partage avec des amis qui ont également eu cette expérience d'éveil ces dernières années. Donc voilà, donc j'ai la chance d'avoir des amis proches qui ont aussi vécu cela et on s'appuie les uns sur les autres pour tâcher de confirmer autant que faire se peut ce que l'on perçoit et ce que l'on ressent et ce qui est en lien avec ce que je vais partager par la suite. Donc c'est vrai que l'éveil à la conscience, j'appelle pas ça l'éveil de la conscience, parce que la conscience, elle s'éveille pas elle-même, elle est conscience. C'est nous qui nous éveillons à la conscience. On fusionne à un certain niveau avec l'esprit. Et c'est vrai qu'il y a des aspects illusoires en lien avec cet éveil, pour la simple et bonne raison que on se construit une idée de ce que c'est avant de le vivre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées. Et généralement, il y a une idéalisation des personnes qui ont vécu l'éveil. On en fait voilà, des maîtres, des demi-dieux, je sais pas comment ils sont perçus par certains. Mais en fait, c'est pas du tout ça. L'éveil, pour moi, c'est l'équivalent de la ceinture noire dans les arts martiaux. C'est-à-dire que toutes les ceintures avant, ceinture blanche et ainsi de suite jusqu'à ceinture noire, c'est juste la préparation. Et quand on est ceinture noire, ça veut juste dire qu'on maîtrise les bases. Et qu'ensuite, il y a encore 10 degrés, donc les Q avant la ceinture noire, et après c'est les Dan. Et que là, derrière, là on commence à avoir des choses intéressantes. Les initiations, c'est la même chose, et j'ai même envie de dire, ce qu'on appelle la 5e initiation qui correspond à l'éveil, son intégration la 6e, la 5e initiation, c'est le premier Dan. Et derrière, il y a encore beaucoup d'étapes, pour aller à la rencontre de ce que l'on est réellement et de ce qu'est cette création, cet univers. Donc je disais beaucoup d'aspects illusoires parce que même en ayant vécu l'éveil, en ayant accès à la clairvoyance, on est encore pris dans des systèmes d'illusion. La théosophie dit que normalement on commence à sortir de l'illusion à la 6e initiation. Donc l'intégration de l'éveil, c'est en partie vrai parce qu'en réalité il y a beaucoup de degrés d'illusion dans la zone de la création dans laquelle on est. Donc pour continuer d'expliquer un petit peu mon parcours, ce vécu d'initiation, cette ouverture à la conscience qui s'est faite progressivement avec une forme de parachèvement, on va dire un cap important avec l'éveil à la conscience, m'a permis graduellement d'accéder au ressenti subtil, au fait d'avoir des visions au niveau subtil, d'avoir un autre regard sur ma vie ici concrète, sur les événements qui ont été vécus. Et après, il y a eu les ouvertures vers au-delà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'ouvre à la conscience de l'âme, une vie pour l'homme, c'est un jour pour l'âme. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que, ici, je me souvienne de ce qui s'est passé la journée précédente. Pour un être humain, c'est totalement normal. Pour quelqu'un qui vit l'éveil, on grandit d'un cran, c'est-à-dire que c'est absolument pas extraordinaire de se souvenir de ce que l'on a fait dans la vie précédente et dans la vie encore avant. C'est juste une question de relativité. Si on prend un poisson rouge, le poisson rouge il a 5 minutes de mémoire, je veux dire de mémoire vive, c'est-à-dire que généralement, au bout de 5 minutes, il oublie ce qui s'est passé 5 minutes avant. Donc vous voyez, nous ici, si on va chercher notre mémoire, est-ce qu'on sait se souvenir fidèlement de ce qui s'est passé il y a 30 ans jour pour jour? Généralement, la réponse c'est non. Mais ici, avec la conscience, on est plus dans l'aspect intuitif, c'est plus vraiment cette mémoire mentale, quelque chose qui est intuitif, et on peut avoir accès à beaucoup plus de choses. Et le but de tout cela, c'est d'accéder à ce que l'on est réellement ici en tant qu'être humain, et que ces corps, ils sont faits pour accéder à la multidimensionnalité. C'est-à-dire qu'on n'existe pas seulement ici dans l'instant présent, ici la conscience humaine, elle sait qu'on existe dans un espace-temps,
Donc ici, l'être humain il a une conscience temporelle qui est beaucoup plus développée que l'animal, et qu'une fois qu'on vit ces initiations, donc l'initié c'est l'âme, donc le fait de vivre l'initiation c'est le fait de, entre guillemets, de fusionner avec l'âme, ou plutôt de se souvenir que l'âme c'est nous, et ici, notre conscience elle va devenir multidimensionnelle, parce qu'ici on est dans une dimension physique, mais en fait la création elle est sur plusieurs niveaux. Certains on va appeler ça des mondes parallèles, bon, c'est des dimensions, euh, et c'est vraiment très structuré et c'est vraiment vaste. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans par dimension, les dimensions ensuite elles se succèdent, ça fait créer des gammes de dimensions. C'est en écho avec la structuration de l'univers, donc il y a le niveau planétaire, ensuite il y a le niveau du système solaire, donc ça c'est en lien avec des niveaux dimensionnels, après ce que j'appelle le niveau stellaire, c'est encore des niveaux dimensionnels au-dessus. Tout ça pour arriver jusqu'au niveau galactique et au niveau universel. Et que même là, ensuite, pour les âmes assez anciennes, on prend conscience qu'on existait déjà avant que cet univers soit créé. Et donc là, ça résout beaucoup de questions par rapport à cette... j'ai presque envie de dire jusqu'au mythe du Big Bang, c'est que ici, cet univers, il a été créé à partir d'un autre. Donc déjà, dès que ce postulat de base-là, il sera pris au niveau de la science, on pourra avancer. Non, il n'y avait pas rien avant cet univers, il y avait quelque chose d'autre. Voilà. Donc là, il y a tout un processus qui est en attente, espérant que la science, on va dire, officielle, un jour prenne sérieusement ça en compte. Et donc ici, voilà, donc cette notion d'ouverture à la conscience, on accède à la multidimensionnalité. Et aujourd'hui, le gros de mon activité, c'est d'aider les personnes qui ont eu ces réveils, certains qui sont même proches de l'éveil, et qui commencent déjà à percevoir ce qui se passe au niveau multidimensionnel, et qui vont à certains moments avoir des échos, généralement problématiques, parce que quand les aspects karmiques se manifestent à nous, c'est d'une certaine façon une invitation de la conscience à nous guérir, pas seulement dans cette vie, mais aussi dans les autres vies, dans les autres dimensions. Donc d'accompagner des personnes à mieux comprendre ce qui se passe au niveau de leur âme, afin de les orienter pour qu'ils puissent se guérir eux-mêmes avec l'aide de la lumière. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas un guérisseur, je suis plutôt quelqu'un qui est là pour donner des supervisions. C'est-à-dire que je vais donner une conscience, faire des constats extérieurs et dire aux personnes, voilà, je constate cela, et je vous invite, à mon sens, à aller dans cette direction-là pour avoir une voie de résolution par rapport à votre demande. Voilà comment je pourrais décrire mon approche actuelle.